Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Dernier débat électoral de la semaine. On s'arrête ce soir à Anderlecht. Et pour reprendre une métaphore footballistique, le match électoral qui va s'y dérouler le 13 octobre risque d'être serré et sera en tout cas passionnant. Mais on n'en est pas encore là. Si vous le voulez bien, on va découvrir tout de suite la carte d'identité d'Anderlecht. Elle va apparaître sur votre écran et on espère que ce petit titre, le débat, va disparaître dans le courant de l'émission. Anderlecht compte un peu plus de 126 000 habitants. Depuis mai 2020, c'est Fabrice Kums qui en est le bourgmestre. Dans la majorité, on retrouve l'EPS, Vooruit, les engagés, École Groen et Défi. Dans l'opposition siège le MR, l'Open VLD, le PTB, la NVA et des indépendants. Nous avons un plateau complet ce soir. 6 candidats sont avec nous. Je vais vous les présenter tout de suite en commençant par vous, Fabrice Kums. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste PS Vooruit. À vos côtés, Nadia Kamachi. Bonsoir. Vous êtes tête de liste École Groen. Il y a aussi Kevin Charlier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Défi, une liste qui n'est pas complète. Elle présente 27 candidats. Exactement. En face de vous, il y a Gaëtan Van Quatsenoven. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste MR Les Engagés. Sur votre liste, on trouve également l'Open VLD et le CDNV. On accueille également Patricia Polanco. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PTB. Et enfin, Shadi Sherfan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste Team Fouat Haïdar. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Je vais vous demander une réponse en 30 secondes. Ma question a un peu des allures footballistiques, puisqu'on parle d'un match à Anderlecht, un match électoral. Pourquoi est-ce vous qui devez le gagner? Shadi Sherfan, c'est vous qui avez tiré le numéro 1. Alors pourquoi devez-vous gagner ce match? Parce que je suis tous les jours sur le terrain et je vois la déception des Anderlechtoises et des Anderlechtois. Les gens en ont marre des partis politiques traditionnels, ils veulent le changement. Et comme je suis papa de 3 magnifiques filles, j'ai envie que quand mes filles se promènent sur Anderlecht, qu'elles se sentent en sécurité et dans une commune propre. Et je veux pas que ça pour mes filles, je veux ça pour tous les enfants d'Anderlecht et tous les adultes. Et à la Team Fouad Haïdar, on va travailler tout ça. Très bien, mais une réponse en 22 secondes. Nadia Kamachi, même question pour vous. Pourquoi devez-vous gagner ce match électoral? J'aime ma commune, j'aime Anderlecht, j'aime que les gens se sentent bien, quelle que soit leur histoire, leur langue, leur genre. Je voudrais vraiment pouvoir... En tout cas, moi, je vois tous les jours des inégalités qui se creusent davantage dans nos écoles. Et moi, je suis issue d'une famille modeste de parents immigrés et ouvriers dans les années 60. Et j'ai eu des coups de pouce dans ma vie qui ont permis d'accéder à un métier d'ingénieur en électromécanique. Et voyez-vous, cet ascenseur social aujourd'hui, eh bien, il est cassé et j'aimerais le réparer en tant qu'ingénieur. Merci à vous, Kevin Charlier. Pourquoi devez-vous gagner ce match? Vous avez 30 secondes pour répondre. Bonsoir, voilà, donc moi je suis candidat à un projet avec l'ensemble de mes colistiers et colistières. On est une liste citoyenne et donc on a tous notre expertise. Et cette liste elle mêle aussi bien la jeunesse que l'expérience avec effectivement des analyses et un regard pour Anderlecht. Et donc ce que l'on veut porter, c'est notre projet, un projet qui se base notamment sur la participation citoyenne qu'on veut mettre au premier plan de la commune. Ça nous semble fondamental et donc c'est ce que nous souhaitons pour les Anderlechtoises et Anderlechtois. Et vous, Fabrice Kums, dites-moi, pourquoi voulez-vous gagner ce match électoral? Et je dirais que je voue une véritable passion pour cette commune. J'y habite depuis toujours, j'en connais, je crois, le moindre recoin. Je sais les atouts qu'elle a et pour l'avenir et sa dynamique. Je ne suis pas fou, je vois aussi qu'il y a des défis à relever, et notamment au premier chef la propreté et la sécurité. Mais ce n'est pas tout. Les Anderlechtois me parlent aussi de la question du logement, de la question des équipements nécessaires, à la fois pour la jeunesse et pour la cohésion sociale. Et je veux tout simplement mettre mon expérience au service de toutes ces causes. Alors, Patricia Polanco, un nouveau visage. Pourquoi voulez-vous gagner ce match électoral? Alors parce que le PTB est le parti qui va pouvoir faire barrage à l'austérité qui arrive du fédéral et de la région. Le PTB, en fait, on est le parti qui allons écouter les Anderlechtois, on va se mettre au service de la population.
Voilà, nous, on veut défendre le pouvoir d'achat, on veut défendre les travailleurs anderlechtois et on veut aussi plus de justice fiscale. Donc nous, avec le PTB, en fait, on veut dire stop aux taxes communales injustes et aller chercher l'argent dans les promoteurs immobiliers et dans les grandes surfaces, les grandes entreprises d'Anderlecht. Voilà, on termine avec vous, Gaëtan van Goetsenhoven. Je ne vais pas répéter la question, vous la connaissez maintenant. Votre réponse? Eh bien, notre liste fait une analyse à la fois lucide et volontariste de la situation sur Anderlecht. Nous voulons profondément travailler à son redressement et nous avons perçu, au contact des citoyens que nous sommes allés voir durant toute la législature, qu'il y a cette attente profonde de ce redressement, de ce sursaut d'une commune qui est face à d'énormes difficultés, mais qui connaît aussi d'immenses potentiels. Ah ben vous avez répondu en moins de 30 secondes. Merci à tous en tout cas pour cette première intervention. On va rentrer dans le volet politique. Je vais vous demander de réagir à ce qu'on peut lire dans une des premières pages du programme du MR, Monsieur Kums. Il est dit, il est temps que la commune entre dans une ère nouvelle, il est temps de tourner la page. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Je ne sais pas de quelle page le MR parle, mais en tout cas, moi, je voudrais sortir de ce pessimisme. Je pense qu'on porte un projet volontariste. Je l'ai dit en introduction, je ne nie pas les défis qu'on doit relever, mais je pense aussi que les Anderlechtois sont fiers de leur commune. C'est une commune grande et diversifiée, et donc il y a dans chacun des quartiers des atouts et qu'il faut pouvoir mettre aussi en valeur. Ouais, quelle page il faut tourner, Gaëtan van Goetsenhoven ? Et c'est celle de l'accumulation des mauvaises nouvelles. Caisses vides, malpropreté incontrôlée, une violence qui aujourd'hui est devenue endémique dans un nombre de quartiers extraordinaires. On a connu quand même 3 fusillades en 5 jours. Hein. C'est ça le quotidien, et pas seulement de 2 ou 3 quartiers. C'est ça la réalité. Le fait effectivement que la précarité gagne, le fait que la qualité de vie baisse, le fait que les gens ont l'impression de payer plus pour avoir moins, c'est ça. Il faut redonner en effet espoir. Mais pour redonner espoir, il faut aussi répondre à un certain nombre d'inquiétudes qui sont, selon nous, totalement fondées. Ouais. Alors, quand on regarde le match électoral, Nadia Kamachi, on a l'impression d'un match entre Fabrice Kums et Gaëtan van Goetsenhoven pour le leadership. Vous vous situez comment, vous ? Alors, est-ce que c'est une majorité progressiste que vous appelez de vos voeux, ou alors vous dites on verra le soir des élections et on choisira en fonction, on verra si on nous appelle ? En fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les 2 personnes ici qui sont l'une en face de l'autre ont été aux manettes de la commune d'Anderlecht, ont été à un moment donné bourgmestre. Moi, aujourd'hui, si je suis bourgmestre, j'aurai une vision globale sur la sécurité. C'est ce qui a manqué, en fait, et c'est ce qui a provoqué les nuisances que nous connaissons aujourd'hui. Mais également, il y a eu, et au niveau fédéral et au niveau régional, des restrictions qui ont été apportées par les libéraux et qui ont fait aujourd'hui que nous sommes en manque de policiers dans nos quartiers. Et donc ça, c'est une réalité. Mais il y a également toute une série d'autres choses qu'il faut pouvoir mettre en place. C'est l'accompagnement aujourd'hui du tissu associatif qui se trouve dans nos quartiers et qui accompagne ces personnes qui sont en errance. Parce qu'il y a des personnes qui sont en errance, qui sont sous emprise de drogue, et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous nous trouvons dans cette situation. Et donc il faut avoir une vision beaucoup plus globale pour accompagner la sécurité dans nos quartiers. On dirait que Mme Kamachi n'a pas gouverné depuis 6 ans et venir attaquer les libéraux par rapport à la situation sur Anderlecht me paraît un tout petit peu surréaliste. Oui, alors Patricia Polanco, il y avait hier Dirk de Blok de Molenbeek sur ce plateau. Il se déclarait vraiment candidat bourgmestre. Est-ce que c'est votre cas aussi ? J'allais intervenir parce que vous dites que le match se joue entre le PS et le MR. Je pense qu'en fait, vous faites abstraction du PTB, qui a quand même été le parti qui a été le premier parti au fédéral et au régional sur la commune d'Anderlecht. Donc oui, nous, avec le PTB Anderlecht, on est prêts. En fait, on a une chouette équipe, on a un bon programme qui est chiffré. Et donc, oui, on fera une majorité à gauche s'il le faut. Et donc, vous êtes prêt à aller au pouvoir cette fois-ci ? C'est la question qu'on pose traditionnellement quand on a des candidats PTB, parce que jusqu'ici, ça n'a pas été possible, en fait. Le message des électeurs au mois de juin, il était clair. En fait, ils ont lancé un signal que les politiques traditionnelles, en fait, ils faisaient tout le temps la même chose. Et donc aujourd'hui, pour faire face à l'austérité qui va arriver, on a besoin d'un PTB fort. Et oui, donc nous, on est dans le match. Donc. Ouais. Monsieur Cherfan, vous, quelle est votre majorité idéale en fait, puisque vous pourriez finalement faire la pointe, comme on dit parfois, donc arriver et soutenir une ou 2 formations et ainsi pouvoir entrer une majorité. Vous plaidez pour quel type de majorité, vous ?
pour la majorité qui veut travailler pour Anderlecht, qui veut faire un travail sérieux et qui veut écouter d'abord les Anderlechtois. Ouais, donc pas de gauche ou de droite, il n'y a pas de préférence. On est ouvert, mais on veut travailler avec des gens qui sont là pour travailler pour la commune. Ouais. Et vous, Kevin Charlier, votre cœur balance plutôt à gauche ou plutôt à droite? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas d'accord ou de négociation avec les extrêmes, qu'elles soient de gauche, de droite ou même communautaires. Ça, c'est la première chose. Et puis, permettez-moi de dire qu'il faut respecter quand même Donc, les extrêmes, vous parlez du PTB. Exactement. Et communautaire, vous parlez de... Exactement. Vous parlez de quel parti? De Team Fouad. Donc, ça, c'est clair. Et voilà, nos projets politiques sont différents. Et donc, il faut à un moment donné faire preuve de crédibilité. Et permettez-moi de dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout permettre aussi à l'électeur de voter, et après on analysera les résultats, et on va laisser l'électeur décider, et on va éviter de plier le match avant qu'il ait lieu. Oui, Monsieur Cherfan, parti communautaire, vous répondez quoi à ça? C'est pas la première fois qu'on vous le dit. Tout à fait, et j'entends ça tout le temps. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous voulez dire par parti communautaire et qu'est-ce que vous visez dedans, parce que... Vous n'avez pas l'impression que votre parti s'attaque et s'appuie quand même sur un électorat clairement défini comme communautaire, et cette volonté-là de rester là-dessus? Vous avez lu le programme? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de communautaire dans le programme quand on parle sécurité, vous voyez mobilité? bien les méthodes notamment... vous avez vu la liste des 47 candidats? Vous voyez bien les méthodes de vos candidats. Il y a quand même certaines méthodes qui sont, pardon de vous le dire, qui sont pas, voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parlez-moi de ces méthodes, s'il vous plaît. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et c'est sain pour la démocratie d'avoir des projets politiques qui sont différents, vraiment. Juste, il faut l'acter, c'est très bien. Faisons campagne chacun de son côté, et l'électeur décidera finalement. Tout à fait. De quelle méthode vous parlez? Mais vous les connaissez. Voilà, bien sûr, mais les gens veulent savoir. Il y a des méthodes, notamment sur des chaînes WhatsApp, etc. Mais voilà, c'est votre... Alors, une dernière réponse, et puis on passe à autre chose, Monsieur Cherfan. C'est pas du tout communautaire, c'est vraiment un team diversifié. Toutes les cultes, toutes les nationalités sont dedans. On va travailler pour les Anderlechtois et pour la communauté. Ouais, alors, Monsieur Kums, est-ce que vous n'arrivez pas un peu déforcé finalement, puisque les engagés, anciennement le CDH, ne sont plus sur votre liste aujourd'hui? C'est clair qu'on est moins fort sans le CDH qu'avec le CDH, ça c'est mathématique. Maintenant, je constate qu'ils ont fait le choix de la droite. C'est probablement un effet de ce qui se passe au niveau fédéral. Maintenant, je constate aussi qu'ils font partie de la liste de M. Van Goetsenhoven qui dit qu'il faut tout changer, sans dire comment, hein, parce que moi je relève quand même toujours que c'est facile de dire on va tout changer, mais quand on ne dit pas comment on va le faire, c'est un petit peu problématique. Et donc ils vont tout changer alors qu'ils sont au pouvoir depuis 18 ans. Mais quand vous dites... un programme de 30 pages, c'est vrai que... Oui, mais juste une question, Gaëtan Van Goetsenhoven. Quand vous dites qu'il faut tout changer, est-ce que c'est pas... il faut qu'une nouvelle page se tourne, puisque vous le dites ça. Est-ce que c'est pas une critique envers vos partenaires dans votre liste qui sont les engagés aujourd'hui? Non, parce qu'ils ont eu la clairvoyance durant la législature de prendre leur distance. Par exemple, avec la question de Good Move, c'est le premier parti, il y en a eu d'autres ensuite, qui a vu effectivement qu'on allait droit dans le mur. Et sur un certain nombre de dossiers également. Après, certains ont effectivement vu que la chose était catastrophique. Donc voilà, c'est un parti qui a commencé à comprendre que cette législature était vouée à l'échec. Et donc, à un moment donné, effectivement, on a exploré les possibilités de construire un projet commun. Et je pense qu'il faut rassembler. Je pense que c'est aussi un des grands objectifs du futur, rassembler les gens plutôt que les diviser. Ouais, Madame Kamachi, c'est vrai que la situation a été tendue parfois au sein de la majorité entre les différents partenaires, notamment sur Good Move, mais il y a eu d'autres points. Est-ce que les trois partenaires ici, donc vous, Monsieur Kums et Monsieur Charlier, ça reste une majorité qui vous semble idéale à l'avenir pour le prochain scrutin? Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Monsieur Van Goetsenhoven je voudrais que vous répondiez à ma question donc, aussi. Hein. Ici, bien sûr, moi, je vais y répondre. À partir du moment où vous avez la plupart des Anderlechtois, surtout ceux qui galèrent, qui ont des espaces, des logements qui sont indignes, et donc leur seul espace pour pouvoir se rencontrer, pour que les enfants puissent jouer, c'est l'espace public. Moi, je demande à M. Van Goetsenhoven, mais c'est quoi sa proposition? Que proposez-vous à part saboter notre administration? Peut-être pas leur imposer le vote Good Move de force. On parlera de Good Move, on parlera de l'espace public. Je voudrais que vous répondiez à ma question politique. Quelle est votre majorité idéale? Mais moi, la majorité
idéale, c'est celle qui va pouvoir permettre aux Anderlechtois d'avoir des espaces extérieurs de qualité où ils vont pouvoir bien respirer, bien jouer, où ils vont pouvoir se rencontrer. Et donc ça, c'est vraiment important. Et donc, est-ce que c'est la majorité la plus progressiste possible, pour employer ce terme-là ? Bien évidemment, bien évidemment. Ouais. Et donc, on irait plutôt vers le PS et le PTB, si je vous comprends bien, ou pas. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un petit peu les couleurs qui se trouvent autour de la table, nous avons les engagés qui sont partis avec le MR. Nous avons des filles avec un nouveau tête de liste que je rencontre aujourd'hui. Je ne connais pas plus que ça la tête de liste des filles. Moi, je pense à un moment donné qu'il faut qu'on puisse, se réunir et voir ensemble ce que nous pouvons mettre sur la table pour pouvoir améliorer la qualité de vie des Anderlechtois. Une question. Et ce seront les élections du 13 octobre qui vont pouvoir déterminer qui sera autour de la table. Une question, Monsieur Charlier. Monsieur Questemont, qui était échevin des filles, apporte aujourd'hui son soutien au candidat de la liste de Monsieur Kumst. Il juge votre liste peu crédible. Est-ce que c'est pas un camouflet pour vous, ça, pour des filles ? Il est évident que c'est jamais agréable de l'entendre. Voilà, moi je reste fixé sur l'objectif qui est celle de Défi, et donc de travailler, d'écouter ce que les citoyens et les citoyennes ont à nous dire. Alors, M. Questemont a fait son choix et moi, je suis pas dans l'attaque et je respecte son choix. Aujourd'hui, il a dit dans la presse que votre parti ne représente plus rien à Anderlecht. On verra le 13 octobre. Moi, je laisse surtout les électeurs décider, plus que M. Questemont, pardon de vous le dire. Et donc, on verra. Moi, je n'ai pas cette analyse-là et je fais confiance aussi à nos candidats pour faire bataille et pour montrer aussi que si Défi a sa place à Anderlecht. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif des enjeux, si vous le voulez bien. Et c'est notre journaliste Rémi Rucois qui va vous les résumer. Le principal enjeu qui touche les Anderlechtois, il est lié à l'actualité. 3 fusillades ont eu lieu dans la commune cette semaine. Les Anderlechtois se demandent comment faire face à ce nombre de fusillades impressionnant. Il y en a eu une au quartier du Peterbosch, une autre à la station de métro d'Aumale, et alors ce contrôle de police qui a mal tourné, où des policiers ont été visés par des tirs de Kalachnikov. C'est un enjeu qui touche énormément les Anderlechtois qui ont peur, bien évidemment. On m'a beaucoup parlé du plan Good Move qui avait pris place ici à Anderlecht en 2022. Alors on parle de l'installation de blocs, de l'instauration de sens interdits, notamment ici dans le quartier de Kuregem, un plan qui avait été très mal accueilli par la population, et face même à la pression de l'opposition communale et de la population, le plan au final a été abandonné. L'une des questions qui se pose aussi, c'est l'avenir de l'étang de Nerpede, rendre une partie de cet étang baignable. Ce projet a été approuvé par la majorité régionale et les travaux devraient commencer en 2025, mais depuis, un comité de quartier s'est fondé ici pour s'opposer à la baignabilité ici de l'étang de Nerpede. C'est un enjeu assez local, plusieurs listes maintenant s'opposent à ce projet. Voilà, si on a le temps en fin d'émission, on fera un tour de table sur cet étang de baignade, mais d'abord on va parler de la préoccupation de tous les Anderlechtois, c'est cette question de la sécurité. Je vais vous donner la parole, Patricia Polanco, parce que vous êtes en retard sur le temps de parole actuellement. Dans votre programme, vous dites qu'il faut revaloriser le rôle de l'agent de quartier, il faut œuvrer pour la réouverture d'un commissariat à Kuregem. On est là face à des trafics de drogue. Est-ce que ces solutions sont suffisantes selon vous ? Alors, moi, ce que je veux d'abord dire, c'est qu'aujourd'hui, à Anderlecht, dans certains quartiers, les gens, ils ont vraiment peur pour leurs enfants. Ils ont peur que leurs enfants se prennent une balle. On voit le MR qui en fait son petit slogan de campagne et tout ça, sécurité, sécurité. Les économies qui ont été faites au niveau fédéral, c'est quand le MR était dans la majorité. Ils ont coupé dans ce budget et ça a eu comme conséquence qu'en fait il y a eu moins de contrôle aux douanes. Et donc nous on va le répéter, en fait on ne pourra pas résoudre ce problème sans l'aide du fédéral. Ouais, et sur le terrain Anderlechtois, Madame Oui, mais je trouve qu'il faut le dire parce qu'en fait aujourd'hui les gens, il ne faut pas leur mentir, ces coupes en fait, la drogue elle vient d'où ? Elle vient du port d'Anvers, c'est le MR qui a voté ces coupes dans le budget. Nous au niveau local, oui, il faut retrouver le lien dans les quartiers, il faut de la police de proximité qui est en contact avec les habitants, qui est en contact avec les associations. Il faut se réapproprier l'espace. Moi, ce matin, je parlais avec des gens à Aumale. En fait, comment a été pensée la ville ? Il y a une espèce de cul-de-sac comme ça et en fait, les habitants n'y passent plus.
Moi, j'avais un habitant qui me disait, oui, avant, la rue était ouverte, il y avait du passage et tout ça. Et donc, je pense qu'il faut rentrer en concertation aussi avec les habitants pour se réapproprier la ville, travailler plus avec les services qui travaillent sur le terrain. Oui, alors une réponse, M. Van Guatseno, vos critiques. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on les entend sur ce plateau. Critiques par rapport au désinvestissement fédéral et puis vos propositions à Anderlecht. C'est de la fumisterie et c'est une façon effectivement d'écarter facilement le débat. Je renvoie effectivement à l'analyse des chiffres de l'époque qui sont évidemment autrement plus nuancés, mais je ne vais pas utiliser tout mon temps de parole là-dessus. Ce que nous voulons, effectivement, c'est de pouvoir agir, évidemment, au départ aussi, d'un rétablissement d'une police donc de proximité qui, faut-il le dire, a disparu dans toute une série de quartiers. Quand on va sur le terrain, on ne rencontre quasiment plus aucun agent sur le terrain. Et évidemment, les informations du terrain reviennent au travers de cette police de proximité. Alors bien sûr, il faut pouvoir mener des actions avec le soutien de la police fédérale et du parquet par rapport effectivement à cette lutte contre les trafiquants de drogue, mais c'est cette interaction entre une police donc de proximité qui est renforcée, qui reprend pied, qui rentre en dialogue avec la population et puis effectivement ces travaux que l'on peut faire avec évidemment la police fédérale et le parquet, qu'on pourra évidemment renforcer comment pourrais-je dire, l'efficacité au quotidien. Il faut aussi, dans l'immédiat, assurer une présence là où il y a eu un certain nombre d'incidents, où on attend des incidents. Ce qui se passe à Aumale, on sentait bien que ça allait arriver. Et on a un petit peu laissé faire. Oui, alors Monsieur Kums, vous pouvez répondre à la question de la police de quartier, mais quand vous dites dans votre programme il faut revoir l'organisation policière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui au sein du corps de police? Je pense qu'il y a une confusion dans les concepts. Et donc, police de proximité, ça ne veut pas dire police bisounours. C'est par exemple notre police de proximité qui arrête les dealers. Et donc ce matin, le hasard fait qu'on a présenté les chiffres par rapport aux 3 derniers mois. Et donc il y a 1500 arrestations sur le territoire de la zone en 3 mois, dont 200 dealers. C'est cette police de proximité qui le fait et on a décidé de la renforcer. On avait dit 100 policiers de proximité en plus en 3 ans. On est déjà à 77 et on n'est pas à la fin de la période. Alors quand on dit qu'on veut revoir l'organisation, un exemple, aujourd'hui, quand le parquet demande des devoirs d'enquête par rapport à des trafics internationaux, si la police judiciaire fédérale dit on n'a pas le temps, c'est la police locale qui est obligée de faire ses devoirs d'enquête. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Tout retombe sur les polices locales. Les obligations de lutter contre les réseaux, contre les mafias, c'est les polices locales qui en subissent tout le poids. Il faut revoir l'organisation parce qu'il faut renforcer, je le dis, c'est la faute de personne, c'est pas la faute de la police judiciaire fédérale, ils n'ont pas assez de moyens. Il faut revoir cette organisation-là. Il faut donner les moyens à ceux qui doivent lutter efficacement contre les mafias et contre les réseaux. Madame Kamachi, dans le programme d'Écolo, vous dites également les réponses apportées sont insuffisantes pour garantir la sécurité de chacun et de chacune. C'est un aveu que vous faites. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Mais en fait, la police aujourd'hui, elle n'est pas à l'image de la population d'Anderlecht. Et donc, il faut davantage pouvoir avoir des recrutements. On a du mal à recruter aussi des policiers dans notre zone. Et pour moi, ça se passe également par l'école. Dernièrement, j'avais une jeune fille qui me disait, de 18 ans, qui me disait qu'elle était étonnée en fait, qu'on ne trouvait pas de policiers. Et pourquoi n'y avait-il pas des formations dans les écoles pour expliquer le métier et la formation de policiers. Et donc ça commence déjà dans l'école pour pouvoir remettre en fait un dialogue entre la police et les jeunes. La mort tragique d'Adil en fait n'a fait que creuser aussi les malentendus et les rapports entre nos jeunes et nos policiers. Et ce n'est que en ayant une police qui va revenir en contact la plus proche avec notre population qu'on va pouvoir améliorer la situation. Alors, Monsieur Cherfan, quel est votre diagnostic? Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne mal actuellement? Et puis, votre réponse, c'est la mettre en œuvre à Anderlecht. J'ai l'impression que ça fonctionne très mal. C'est pas qu'une impression, ça fonctionne très mal. Ce sont les résultats des années de laxisme, je dirais, et ça sert à rien de se jeter la balle. Ça, c'est la faute de MR, ça, c'est la faute de PS ou d'autres partis. Moi, je dirais qu'il est temps qu'on commence à vraiment travailler et trouver des solutions. Moi, en tant d'originaire libanais, je me demande où est-ce que mes filles vont être plus en sécurité.
au Liban où il y a la guerre ou ici à Anderlecht, parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Ouais, là, vous noircissez le trait. Hein. Vous noircissez le trait. Hein. Est-ce que c'est... À ce point, c'est dangereux à Anderlecht. Elle est devenue une des communes avec le taux le plus élevé de la criminalité. Et ça, c'est pas normal. Et moi, je suis pas d'accord que Anderlecht reste comme ça. C'est pour cela qu'on va faire le changement et on va travailler vraiment ce sujet. Ouais, et le changement doit passer par quoi pour passer au concret? Vos propositions concrètes pour améliorer cette sécurité? Présence policière. Le policier, maintenant, il est moins respecté qu'avant. Moi, j'ai des amis policiers qui me disent on n'ose plus rentrer dans certains endroits, je ne vais pas les nommer, je ne vais pas les citer. C'est faux. 1500 arrestations dans tous les quartiers de la zone. Mais 3 fusillades en 5 jours, comment vous expliquez ça? Mais c'est faux de dire qu'il y a des zones de non-droit, c'est faux. Les policiers vont partout et arrêtent partout. Donc, après, la question c'est comment est-ce qu'on fait de manière structurelle la lutte contre les trafics et les réseaux comment vous pouvez dire mafieux. Que c'est faux et 3 fusillades en 5 jours? Je dis pas et je vous dis ce que les policiers m'ont raconté. Les policiers ne vont pas partout. C'est faux. Par rapport à vous, mais par rapport aux Anderlechtois, est-ce que vous êtes sur le terrain, vous écoutez les Anderlechtois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en sécurité? On ne dit pas ça. On dit est-ce que la police va partout ou pas? La réponse est oui, la police va partout. Oui, alors, Monsieur Charlier, vos propositions en matière de sécurité, vous dites il faut augmenter l'effectif policier sur le terrain, augmenter le nombre de caméras urbaines. On sait les difficultés inhérentes aux zones de police en termes de recrutement. On vous dira, c'est plus facile à dire qu'à faire. Certainement. En tout cas, je pense qu'il est certain aujourd'hui que le combat il va devoir être mené. Et j'ose espérer qu'on pourra être d'accord là-dessus, tant au fédéral d'une part, mais aussi sur la zone de police midi. Et donc là, oui, il faudra que les effectifs soient augmentés. Il faudra aussi les remettre au contact avec le citoyen, avec les commerçants, pour qu'ils puissent jouer leur rôle, pour qu'on puisse enfin connaître vraiment son agent de quartier et avoir cette connexion qui est importante. Et puis, il faudra aussi décharger les policiers qui sont en surcharge, notamment en matière d'administratif. Et ça doit être pris en considération. Vous savez, j'ai des policiers qui me reviennent et qui me disent tous les jours, on se demande quel service va être fermé parce qu'on est en sous-effectif. Et ça, évidemment, ça crée aussi un malaise au sein des forces de l'ordre. Et donc, il faut aussi savoir l'entendre. Oui, on va continuer à parler de sécurité, mais d'abord, je vous propose un petit témoignage, celui d'une habitante de Kuregem, quartier en souffrance. Des investissements des pouvoirs publics, il y en a pourtant, mais n'empêche, certains habitants se sentent délaissés. Écoutez ce témoignage, c'est une artiste qui vit dans le quartier et qui y habite depuis longtemps. Son constat est amer. Malheureusement, je vois que le quartier ne meilleure pas dans le bon sens. C'est vrai, j'habite là depuis 25 ans. J'ai vu beaucoup de choses changer, parfois pour le bien, mais ces dernières années, il y a une concentration trop grande des services pour les gens précarisés, ce qui est dans un sens bien sûr nécessaire. Mais pour un quartier si dense et déjà soumis à tellement de problèmes, c'est juste trop lourd, trop compliqué pour gérer pour les habitants. Et il y a trop peu d'investissements par la commune. Or que stabiliser les choses pour la police qui vient, mais c'est pas ça qui va faire vivre un quartier pour du bien. Oui, alors Fabrice Kuhm, qu'est-ce qu'on peut dire aux habitants qui habitent à Kuregem et qui estiment qu'ils sont délaissés? Délaissés, c'est pas vrai. Donc il y a des investissements et peut-être plus qu'ailleurs, mais Madame a raison sur le fait que le quartier souffre d'une concentration de problématiques. Et c'est vrai aussi que quand l'État fédéral vient dans notre dos louer un hôtel pour y installer des demandeurs d'asile, ça ne va pas. Et donc on a fait notre juste part dans la solidarité nationale. On a plusieurs centres d'accueil pour demandeurs, pour sans-papiers, pardon. Ça ne va pas que d'un côté le Premier ministre dise il faut mettre de l'ordre dans la gare du Midi et que par ailleurs sa ministre de la politique migratoire loue des hôtels sans nous prévenir. Oui, mais ce n'est pas uniquement la faute au fédéral, j'imagine. Fabrice Kuhm, cette situation à Kuregem, elle existe depuis très longtemps. C'est un quartier de transit, c'est un quartier dense et urbain qui concentre tout un tas de problématiques. Ce n'est pas la question du logement uniquement, la question du décrochage scolaire, c'est tout
c'est tout ensemble. Et c'est l'accumulation des problématiques qui fait que c'est un quartier plus difficile à gérer. Mais je ne doute pas un seul instant qu'avec tous les atouts qu'il a, on pourra aller vers des lendemains qui chantent dans ce quartier-là également. Oui, alors vous promettez aussi des lendemains qui chantent dans le quartier de Cureghem, Patricia Polanco? Bah oui, mais moi, je rejoins un peu ce que la dame disait là tantôt. Par exemple, ce week-end, j'ai été à la fête du Peter Boss, donc il y avait une fête du quartier. C'était vraiment très très chouette. Il y avait des familles. On est loin de Cureghem. Hein, oui, non, mais je veux dire, non, mais c'est aussi un quartier qui en fait voilà a son histoire. Et en fait, on se rend compte que quand les habitants se réapproprient les lieux, quand il y a de chouettes activités, quand il y a les associations qui sont impliquées, mais en fait, ça laisse beaucoup moins de place aussi aux dealers. Ils n'ont pas pu dealer ce jour-là tranquillement, parce qu'en fait, il y avait la population qui reprend son espace. Et donc quoi, votre solution, c'est réinvestissement de la population dans les quartiers, une prise en main par les habitants. Mais nous, on l'a mis. Enfin, donc il faut plus de policiers, il faut également travailler avec les acteurs qui sont sur le terrain, il faut des activités pour les familles, il faut plus de contrôle social quand il y a du contrôle social, mais en fait les gens se réapproprient les lieux et en fait oui, la criminalité elle part. Et alors, je le redis, en fait oui, il faut aussi l'aide du fédéral, il y a certains quartiers où on doit intervenir, mais déjà il faut travailler avec les acteurs qui connaissent en fait les quartiers. Ouais, Kevin Charlier, vos solutions par rapport à Cureghem qui cumule effectivement les défis et les enjeux? Je pense que de manière très claire, il va falloir réécouter le quartier et donc il va falloir écouter ses habitants. Je l'ai dit dans mon propos, la participation citoyenne, la concertation sera nécessaire. Et puis il faut aussi se baser sur la vie associative. Je pense que c'est un outil formidable. Les gens ont des choses à dire, les jeunes ont des choses à dire, mais il faut pour ça un maximum les soutenir, les écouter et les commissions citoyennes et les commissions de jeunes, elles ont leur intérêt. Donc il faut vraiment utiliser ces leviers qui ont par ces dernières années trop souvent été délaissés et je le regrette et donc ça devra être aussi une priorité pour améliorer le bon vivre ensemble. Ouais. Comment créer cette proximité ou ce réinvestissement des habitants dans leur quartier, Gaëtan Van Boitsenhoff, sachant qu'il y a aussi beaucoup de turnover dans ce quartier, beaucoup de gens qui arrivent et beaucoup de gens qui partent. Justement, il faut faire en sorte que les gens aient espoir dans leur quartier et veuillent donc rester dans leur quartier lorsque leur situation s'améliore, ce qui n'est pas le cas. Il faut évidemment, il y a une demande de base, c'est la sécurité. Si on ne restaure pas un niveau de sécurité suffisant, tous nos efforts vont échouer. Il faut quoi? Des commissariats de quartier, des antennes de proximité? Évidemment, réseau de caméras qui doit être restauré parce que c'est aussi un outil complémentaire, surtout avec les nouvelles technologies. Il faut mettre la sécurité au cœur du projet. Par exemple, lorsque on élabore une place ou un espace public, il faut faire en sorte que la sécurité soit pensée par rapport à cela. Lorsqu'on a fait Good Move, c'était d'ailleurs un des reproches des gens, c'est que les ambulances, les voitures de police s'égaraient. Donc pour vous, la première chose à prendre en compte, c'est la sécurité. Si on ne restaure pas un minimum de sécurité, on ne va pas pouvoir progresser. Oui, Nadia Kamachi, est-ce que vous partagez cet avis? Mais en fait, il faut arrêter de voir juste un seul volet. Nous avons demandé l'alliance Cureghem. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans le quartier, il y a toute une série de choses qui ne se passent pas bien? C'est parce que dans tous les secteurs, en fait, il n'y a pas de coordination. La sécurité, elle passe par l'enseignement. La sécurité, elle passe par le tissu associatif qui s'y trouve. Elle passe par entendre les jeunes, par pouvoir faire des rencontres. Vous avez dit qu'il y a plusieurs communautés. Comment elles font pour se rencontrer? Nous avons, mis un projet en place qui est Mégaphone, ma voix pour mon quartier. C'est un budget participatif qui a été mis en place pour qu'on ait des assemblées citoyennes. Et donc c'est ça, aujourd'hui, il y a des comités de quartier qui ont été créés à Cureghem, et donc il faut absolument qu'on puisse se coordonner et pouvoir proposer un vrai projet pour Cureghem, mais pas uniquement qui est basé sur la sécurité, mais sur la cohésion sociale, sur le fait aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui sont désemparés et qui n'ont aucun objectif. Et donc ça passe par aussi une responsabilité en tant qu'autorité communale de mieux se coordonner. Alors, quand je vois vos propositions, Fabrice Kums, la sécurité, ça prend quand même une grande place. Quand vous dites il faut un commissariat de proximité et 8 antennes de proximité, il y en a déjà 3 aujourd'hui, on voit que vous vous retrouvez un peu dans l'enjeu transversal de la sécurité. Oui, mais au-delà de la sécurité, parce que les antennes de proximité, justement, elles ont cette caractéristique de ne pas gérer que la sécurité, mais aussi la prévention et la propreté. Et plus que la sécurité, qui est le dossier qui est très chaud pour l'instant, c'est plutôt la présence des pouvoirs publics au cœur des quartiers, de tous les quartiers. Et c'est pour ça qu'Anderlecht étant une commune très vaste, nous, on a le projet de faire 8 antennes de proximité dans chacun des 8 grands quartiers, chaque antenne avec un manager et des équipes qui sont
dédicacé au quartier, parce que quand on connaît son environnement proche, quand on connaît ses collègues, on est plus efficace. Et il y a déjà 3 antennes, vous l'avez dit, l'ambition c'est d'en avoir 8, avec vraiment cette collaboration, police, gardien de la paix, agent de propreté, parce que tout est dans tout. Ouais, vous vous y retrouvez dans ce type de proposition, monsieur Scherfan, pour ramener finalement de la sérénité dans ce quartier de Kuregem, mais ailleurs aussi, dans d'autres quartiers qui ont été pointés ces dernières semaines. Tout à fait. Il faut vraiment une présence policière, écouter les citoyens de ces quartiers et faire des activités avec ces gens-là. Écouter qu'est-ce qu'ils veulent, leur demande, peut-être par des parcs, par des salles de sport gratuites. Il y a plein de solutions qu'on peut trouver pour ces gens-là en les écoutant d'abord. Et la présence policière, est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette présence policière ou de cet enjeu de la sécurité un enjeu qui est majeur dans l'aménagement de l'espace public ou dans la réflexion? Tout à fait. Donc vous vous retrouvez avec le MR sur ce point-là, quoi. Bien sûr. Très bien. Alors on va parler maintenant, si vous le voulez bien, d'un autre enjeu très important à Anderlecht. On l'a déjà évoqué avec Kuregem, mais c'est l'enjeu de la propreté. Anderlecht est une commune sale. À certains endroits de la commune, il y a des dépôts clandestins un peu partout et très régulièrement. C'est une plaie. Alors c'est vrai que là aussi, il faut être de bon compte. Il y a des moyens qui ont été dégagés, mais ça n'a pas suffi. Alors comment faire pour améliorer la situation? Kevin Charlier, c'est quoi votre remède pour que certains quartiers d'Anderlecht soient plus propres? Oui, alors nous, on prône déjà pour des conteneurs enterrés, on prône évidemment pour plus de poubelles, et puis on prône aussi que les agents d'entretien puissent avoir un rôle plus de responsabilisation du quartier qu'ils sont en train de gérer, avec évidemment aussi des sanctionnateurs, parce que ça devra, la propreté publique devra passer par des sanctions. Et puis je terminerai en disant quand même qu'il y a des choses qui ont été faites aussi sous cette législature, notamment les Reciparcs, qui sont vraiment un outil formidable et qu'il faut ne surtout pas abandonner. Oui, Madame Kamachi, Écolo avait la compétence de la propreté dans ce collège. Vous diriez quoi, vous qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Mais quand nous sommes arrivés, en fait, il y avait une administration, un service qui était défaillant. Et donc, on a dû mettre des moyens complémentaires, recoordonner tout le service. Donc, on a engagé 80 personnes dans la propreté. On a rajouté des caméras. On a 20 caméras maintenant pour tout Anderlecht. C'est le même chiffre que Bruxelles Propreté a pour la région bruxelloise. On a, évidemment, comme disait M. Charlier, mis des mini-Reciparcs. Aujourd'hui, j'ai un monsieur, papa, qui me disait, durant son télétravail à la maison, il peut se libérer un moment pour aller déposer des encombrants dans son quartier. Du mardi au samedi, vous avez une solution. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Oui, mais quand on voit l'état de certains quartiers, on se dit que ça ne suffit pas. Alors on fait quoi à l'avenir, Madame Kamachi? Moi, je dis, à un moment donné, ici, nous avons mis en place toute la méthodologie. Aujourd'hui, nous avons des agents communaux qui arpentent tous les quartiers. Et je tiens d'ailleurs à les remercier et à les saluer. Parce que c'est un travail remarquable qu'ils font. Et ce travail, on va voir maintenant les résultats dans la prochaine mandature, parce que tout a été mis en place. Que ce soit le matériel roulant, que ce soit le personnel, et également les mini-Reciparcs. Et je pense qu'il faut aller davantage dans la communication, faire du porte-à-porte, aujourd'hui, dans plusieurs langues. Parce que c'est ça aussi. Comment faire passer le message lorsque nous avons une population qui parle différentes langues? Oui, quand je vois, Gaëtan Van Guatsenoven, que dans votre programme, vous parlez de la création d'une police de la propreté, encore un langage sécuritaire, je ne vous sens pas sur la même longueur d'onde que Madame Kamachi. Mais écoutez, la sécurité et la propreté, finalement, c'est les deux jambes du même corps. Et donc, c'est les deux, d'ailleurs, priorités qu'on ressent le plus sur le terrain. J'entends effectivement qu'on a consacré des budgets importants à hauteur de 2,4 millions, 2,5 millions en plus. Le problème, c'est qu'on n'a pas évalué les politiques en amont de ces investissements et qu'un certain nombre de choix ont été malheureusement pernicieux. Des conteneurs où on avait oublié les grappins. On a même réussi à rater l'achat des balais. Les manches se cassaient et puis la brosse, ça n'allait plus. On a commis, je pense là, une faute, c'est-à-dire qu'on a injecter de l'argent sans faire l'évaluation que nous avions d'ailleurs demandé au conseil communal et qui n'a pas été faite. Quand on rencontre les gens qui travaillent sur le terrain, ils nous disent régulièrement on se lance dans des initiatives sans même nous demander notre avis, alors que parfois on voit que nous n'allons pas dans la bonne direction. Alors oui, des moyens ont été
injecté. Malheureusement, non. La propreté n'a pas été améliorée, elle s'est empirée. Une réponse rapide, puisque vous aviez la compétence, enfin pas vous, mais un autre écolo. Je suis toujours impressionnée par ce type de réponse, en fait. À partir du moment où on vous dit que nous, quand nous sommes arrivés, nous avions une administration qui était défaillante, en tout cas ce service-là était défaillant. Oui, vous y étiez auparavant, M. Van Gatsonov. Et donc on a remis en place, en bon gestionnaire, nous avons remis en place toute la gestion de ce service. Oui. Est-ce que vous êtes confiant, Fabrice Kums, comme Mme Kamachi, de dire dans la prochaine législature, on a les outils maintenant et ça va mieux fonctionner? Moi, je voudrais d'abord dire, en particulier à M. Van Gatsonhoven, qu'il faut faire preuve d'humilité. Vous avez été bourgmestre, et à ce moment-là, le MR gérait la propreté, et j'ai retrouvé dans mes archives un sondage de test achat de l'époque qui classait déjà Anderlecht, malheureusement, parmi les 3 communes les plus sales de Bruxelles. Déjà à l'époque quand vous étiez bourgmestre. Donc humilité, c'est pas simple comme enjeu, et donc il faut qu'on. Mais si on avait eu l'argent que vous avez injecté. Voilà, exactement. Et donc il faut faire preuve de volontarisme. Quand je suis devenu bourgmestre, on a fait ce plan à 2,4 millions qui a permis de recruter les 70 personnes dont on parle. Il faut convenir que ça n'a pas fonctionné dans tous les quartiers. Je suis le premier à le convenir. Je ne vais jamais nier qu'il y a des quartiers qui sont problématiques de ce point de vue-là. Aussi, à mon sens, parce qu'ils sont trop denses, et tout est dans tout, et donc il faut dédensifier ces quartiers-là, et donc construire ailleurs pour pouvoir permettre de supprimer de lutter contre ces propriétaires qui ont surdivisé leur logement, parce que plus c'est dense, plus il y a des pots clandestins devant, et donc il faut dédensifier, en particulier citoyennes, et construire ailleurs. Comme vous m'avez posé une question, quel est le résultat de cet argent qui a été mis dans cette politique, puisque c'est une des rares politiques qui a bénéficié finalement d'un financement significatif complémentaire. Oui, parce que c'est une priorité. Quelles sont les grandes avancées? Parce qu'il y a encore 2 personnes qui n'ont pas pris la parole sur le sujet. Le nombre de tonnes, le chiffre qu'il indique, c'est le nombre de tonnes que nous ramassons tous les jours, que nos travailleurs ramassent tous les jours dans les rues. Oui, alors monsieur Scherfan, vous insistez beaucoup dans votre programme, vous, sur la répression. Il faut sanctionner les incivilités. On ne le fait pas assez, selon vous? Tout à fait, on ne le fait pas assez. Et vous avez vu les images à Curigem et dans d'autres quartiers. Il faut présence des caméras, sanctionner les dépôts clandestins. Par exemple, je donne l'exemple à Ruaillé. Les commerçants se plaignent toujours de la poubelle de ramassage. Il n'y a pas un nombre efficace de ramassage, donc il y a des odeurs pendant l'été, il y a des rats. Donc le ramassage des sacs par l'agence Bruxelles Propreté, vous voulez dire? Parce que là, on est sur une compétence plus régionale. Hein. Et sur la sanction, elle doit prendre quelle forme, selon vous? Des petites amendes, malheureusement, les gens n'aiment pas ça, mais c'est un des seuls moyens. Ou peut-être, avant de commencer les amendes, la discussion et une cohésion sociale avec les Anderlechtois. Alors, quand on lit votre programme, Patricia Polancan, on voit aussi la création de brigades propreté pour lutter contre les incivilités. Est-ce que ça permettrait, est-ce que ce serait un plus quand on voit Mme Kamachi et M. Kums qui nous dit qu'il y a déjà tout un plan qui a été mis en place et qui va porter ses fruits dans les prochaines années? Alors oui, à Anderlecht, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, entre autres les mini-recyparks dans les quartiers, donc je trouve, et après oui, effectivement, il n'y a pas assez d'informations auprès des gens. Moi, je me pose toujours la question, c'est comment font les gens qui n'ont pas de voiture, par exemple, pour aller déposer leurs encombrants, comment font les gens qui ne peuvent pas se déplacer jusque-là. Et donc nous, une des mesures qu'on demande, c'est aussi de remettre, en fait, ça s'est fait pendant le Covid, d'aller rechercher les encombrants chez les gens. Ça va déjà résoudre... Donc un service en plus que celui de Bruxelles Propreté. C'est nécessaire. Donc, en même temps, on nous dit qu'il ne faut pas utiliser de voiture. Il y a énormément de Bruxellois qui n'ont plus de voiture et on ne peut pas aller chercher les encombrants. Il faut à un moment aller les chercher chez les gens aussi qui en ont besoin, qui font la demande. On a effectivement dans notre programme aussi les brigades propreté. Donc, c'est des brigades qu'on veut pour sensibiliser et sanctionner. Alors, avec différentes formes de sanctions. Nous, on trouve qu'en fait, des sanctions réparatrices, parfois, en fait, ça vaut plus la peine aussi. La sensibilisation est quelque chose d'important. On ne le fait pas assez. Et alors, en fait, il y a aussi, dans ma commune, ce qui est sale aussi, c'est parfois on dépose nos sacs
dans la rue, eh ben oui, il y a les animaux qui passent, il y a des déchets partout. Donc nous aussi, on va demander d'avoir des conteneurs enterrés. Oui, on a déjà eu ce débat sur ce plateau et certains nous ont dit que c'était compliqué parce qu'il y avait des tuyaux partout dans le sous-sol et que c'était très compliqué à installer, Monsieur Charlier. Oui, puisque c'est aussi une de vos propositions. Oui, effectivement, mais je me permets quand même de réagir. Je pense qu'on a énormément parlé de sanctions, très bien, mais il faut aussi parler de sensibilisation, de pédagogie. Et alors, je travaille dans une école, donc peut-être que c'est pour ça que j'en parle, mais fondamentalement, je pense que ça va être nécessaire en matière de propreté, dès le plus jeune âge, accompagner les enfants, mettre en place un certain nombre de choses, que ce soit en coopération notamment avec Bruxelles Environnement. C'est possible, il y a déjà des écoles. Et sur les conteneurs enterrés, vous pensez vraiment qu'on peut en installer un peu partout? Alors, un peu partout, non. Il faudra cibler aussi en fonction des réalités et des besoins. Je ne pense pas que mettre des conteneurs enterrés partout soit non plus la solution miracle, mais par contre, il faudra cibler et voir en fonction aussi des réalités, ça c'est clair, mais on souhaite y arriver. Oui, Madame Polanco, vous me demandiez la parole. Oui, je l'ai demandé parce qu'en fait, on parle de conteneurs enterrés. Alors là où c'est pas possible, il faut peut-être réfléchir aussi à les avoir à la surface. Dans le quartier Erasme, où il y a des nouvelles constructions, ils ont des conteneurs enterrés et c'est énormément pratique. Aujourd'hui, en fait, une famille, on travaille, on doit conduire les enfants aux différentes activités, on oublie parfois de sortir son sac poubelle et donc ils traînent dans la maison pendant X jours. Et puis, ça donne aussi... nos rues vont être plus propres. Ça va permettre aux gens de les sortir quand ils en ont besoin. Ça va éviter aussi le gaspillage, en fait, de sortir son sac trop tôt, trop tard. On le fait dans tous les nouveaux quartiers. Mais c'est impossible dans les quartiers historiques où effectivement il y a trop de passages sous les trottoirs et donc on ne sait pas les enterrer. Mais dans les nouveaux quartiers, on le fait à Erasme, le long du canal, à Bistebrook, on fait des conteneurs enterrés. Il faut réfléchir en surface alors. Ça se fait dans certaines villes. Oui, mais très clairement, la question de la collecte des déchets dans tout Bruxelles via le système au porte-à-porte est un problème. Et les rues sont bien souvent plus sales le jour des collectes de Bruxelles Propreté que les autres jours. Et donc c'est une réflexion globale qu'on doit mener sur l'ensemble de Bruxelles. Alors on va mener maintenant la réflexion sur le thème de la mobilité, si vous le voulez bien. Anderlecht a été la première commune à vivre les tensions liées à la mise en place du plan Good Move. C'était durant l'été 2022. À certains endroits, des mailles ont été installées dans le quartier Kuregem. Ça a entraîné la colère de certains habitants, au point que la commune a fini par faire marche arrière. Alors quel avenir pour ce plan? Une question pour vous, Monsieur Scherfan. Est-ce que ce plan Good Move, il est mort et enterré pour vous? Il n'est pas encore mort, il faut le retravailler. Donc, à la base, le plan Good Move, c'est fait pour promouvoir la mobilité durable avec transport public, les cyclistes et les piétons, mais ça a frustré les commerçants et les automobilistes. Donc, je ne dirais pas qu'il est mort, mais qu'il faut vraiment le retravailler. Mais avec qui il faut le retravailler? D'abord avec les citoyens et les habitants, avec les experts de la mobilité et avec les gens qui sont concernés. Donc tout ça en respectant l'environnement et la qualité de vie des Anderlechtois. Oui, mais donc par exemple, quand vous dites qu'il n'est pas forcément mort, on peut l'améliorer, c'est que vous imaginez dans les prochaines années que l'on puisse recréer des mailles dans certains quartiers. Ça dépend, comme je vous ai dit, ça dépend les Anderlechtois et les experts de la mobilité. Donc faire un plan qui met tout le monde bien. Donc d'abord la consultation des habitants, si je vous ai bien compris. Toujours. Alors, Nadia Kamachi, j'ai regardé votre programme dans le détail. Vous avez une demi-page sur la question de la mobilité. Il n'y a plus du tout le mot Good Move. Est-ce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que vous voulez faire oublier finalement ce plan-là mis en place par les échevins écolos? Mais l'enjeu principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, des gens qui sont dans des logements les plus insalubres, qui sont dans des 2 pièces et qui ont comme seul oxygène, c'est leur espace public. Je le disais, des enfants pour pouvoir jouer, des personnes âgées pour pouvoir se poser, pouvoir se rencontrer. Et donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est de pouvoir construire ensemble. Et donc, je suis bien d'accord que sur la méthode, et nous l'avons dit, nous pouvions beaucoup mieux faire, nous pouvons faire autrement. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps. Que proposez-vous? Parce que juste rester dans le statu quo et faire comme s'il n'y a rien qui va,
Non, il faut vraiment aller vers des solutions. Oui, mais moi je vous pose la question parce que à la lecture de votre programme, je ne vois pas l'avenir que vous voulez pour ce plan Good Move à Anderlecht. Ce que vous n'avez pas bien lu, voilà. Je pense que j'ai bien lu. Je pars du principe, moi ici, que nous sommes quand même les défenseurs de l'aménagement de l'espace public. Le fait de pouvoir créer des espaces verts, des espaces où les gens peuvent bien respirer. Quand vous savez que vous ne pouvez pas ouvrir votre fenêtre parce qu'il y a trop de bruit, quand vous savez que nos enfants ont des maladies respiratoires de plus en plus, il y en a de plus en plus. Oui, mais on fait comment à l'avenir alors pour finalement apaiser ces quartiers? Mais ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait un travail de concertation avec tous les habitants de chaque quartier, travailler micro-quartier par micro-quartier et aller dans le sens en fait de proposer des espaces de qualité dans chaque quartier. Il n'y a pas de raison qu'à Kuregem on soit moins bien que dans d'autres quartiers de Bruxelles. Alors Madame Polanco, quel avenir pour le plan Good Move à Anderlecht pour le PTB? Alors, je suis ravie que Mme Kamachi parle de concertation parce qu'en fait, le vrai problème dans le plan Good Move, c'est qu'en fait, on n'a pas écouté les gens. On vient du jour au lendemain et on met des blocs de béton dans les quartiers. Les gens, enfin, je veux dire, il y a un moment en fait où les gens qui vivent dans un quartier, ils savent ce dont ils ont besoin. Les mamans qui habitent à Kuregem, elles savent qu'il y a un problème en fait avec pour la santé de leurs enfants. Et donc je pense qu'en fait il faut concerter les gens. C'est ce qui n'a pas été fait. Il y a eu énormément de paternalisme dans la manière dont ce plan a été mis en place. Et ce n'est pas juste à Anderlecht, parce que je tiens quand même à dire qu'à Jette, il y a eu les mêmes problèmes avec une majorité avec le MR. Et donc oui, il faut concerter les gens. Les gens savent ce qui est bon pour leur quartier. Et je pense qu'on ne fait pas assez confiance aujourd'hui aux habitants. Alors Kevin Charlier, vous dites aussi il faut adapter l'occupation de la voie publique aux besoins de la circulation réelle. Ça, c'est pour le concept. Dans le quotidien, comment fait-on à l'avenir pour vous? Oui, effectivement. Donc, de manière très claire, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à nouveau, on puisse consulter les citoyens, qu'on ne soit plus dans un système où, effectivement, on se monte les uns contre les autres, on crée des tensions entre citoyens, on creuse encore plus le fossé entre le politique et le citoyen. Au contraire, il va falloir repartir à la base en écoutant aussi les réalités des habitants et de tous les quartiers, quartier par quartier. Il va falloir vraiment écouter, se mettre autour de la table, et puis il faut être honnête, ça mettra du temps. On a fait fausse route et maintenant il faut se mettre autour de la table pour avancer quartier par quartier et ne pas être dans le bras de fer continu. Oui, alors Gaëtan Van Guatsenoven, vous dites Good Move a été un épisode malheureux, ça doit appartenir au passé. On sent en tout cas aussi une volonté de votre part de limiter le trafic de transit. On fait comment finalement? Mais on remet l'ouvrage sur le métier et on arrête de faire le bonheur des gens contre eux-mêmes. On a peu de moyens, on aura peu de moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un nouveau Good Move où on met un truc en place et puis on le démonte. On n'a pas la possibilité de refaire ça. Donc si on doit effectivement travailler... Qu'est-ce que vous proposez? Moi, ce que je propose, c'est de respecter les habitants et par exemple de serrer ce qu'ils jugent comme prioritaire. Dans un quartier comme le Bonheur, qui est un autre quartier pour aller au-delà, qu'est-ce qu'on a fait? On a réorganisé tout le quartier en ignorant la demande de base qui était la réfection des trottoirs sur lequel les personnes âgées et handicapées n'arrêtent pas effectivement de chuter. Et donc, il y a en effet l'établissement de priorités qui doit être calculé avec les habitants pour restaurer la confiance, mais aussi parce que nos moyens sont limités. Et ça, c'est de la bonne gestion. Alors, Fabrice Kums, rapidement, sur ce plan Good Move, vous dites également que c'est un échec et que le concept n'a pas d'avenir. Et pourtant, vous le dites, la dissuasion du trafic de transit doit rester un objectif fondamental. On est dans la quadrature du cercle. Oui, je pense que le plan Good Move, il faut être clair, il est mort parce qu'il a péché par son caractère trop systématique. Et le fait de renvoyer toute la circulation sur le bord de maille, c'était un petit peu oublié vite qu'il y avait des gens qui habitaient aussi sur les bords de maille. Et donc la difficulté à laquelle on est confronté, la quadrature du cercle dont vous parlez, c'est que ce serait très simple d'écouter le citoyen. Mais il n'y a pas un citoyen. Il y a des centaines, des milliers de citoyens qui ont un avis différent, qui ont des utilisations différentes de la voirie publique. Et donc, au-delà de les écouter, ce qui est nécessaire, il faut aussi les faire converger et donc faire des débats pour que chacun prenne
conscience du fait qu'ils ne sont pas seuls dans leur opinion et qu'il faut avoir des compromis. Et donc, c'est un processus qui va prendre plusieurs années, finalement, Fabrice Kums, de consultation, de concertation. Je pense que si on travaille à une échelle plus micro-locale, il y a moyen de faire ça plus rapidement. Mais donc, il faut mettre les gens ensemble et les faire discuter et faire émerger des propositions de consensus. Oui, rapidement. Force est de constater qu'aujourd'hui, le plan Good Move, il n'y est plus. Et on est toujours, les automobilistes sont toujours bloqués sur la chaussée de Mons. Les cyclistes sont en danger. Les piétonniers sont également en danger. Donc, il n'y a pas aujourd'hui le fait d'avoir retiré Good Move, ça n'a pas solutionné le problème. Et donc, évidemment, moi, je rejoins M. Kums. Il faut avancer micro-quartier par micro-quartier, concerter et essayer de mettre un maximum de personnes. Vous y retrouvez ça, travailler par micro-quartier, M. Van On peut le faire, mais il faut aussi une vision globale. Parlons du centre et de la rue Wayet. On voit bien que ce n'est pas terrible. Alors justement, puisque vous me lancez sur la rue Wayet, je voudrais faire un tour de table sur la rue Wayet. Puisqu'elle a été réaménagée, on a supprimé certaines places de parking. Ça suscite encore aujourd'hui beaucoup de réactions. Vous en parlez, M. Cherfan, dans votre programme. Vous dites il faut... actuellement, dans la rue Wayet, elle est quasi à l'arrêt en raison du plan, en raison des aménagements qui ont été faits. Vous déplorez également la suppression de places de parking. Est-ce qu'il faut, selon vous, revoir l'aménagement de la rue Wayet qui vient d'être terminé, hein? Il faut le revoir absolument. Vraiment, ils ont transformé une rue commerciale très active sur Anderlecht en une rue un peu morte. Et en plus de ça, ils ont ouvert un parking à côté de la rue Wayet qui est fermé depuis des mois. Tout ça, qui a payé? Ce sont les Anderlechtois. On a payé ça pour, à la fin, ne pas les utiliser. On a retiré les emplacements de parking qui peuvent rapporter à la commune de l'argent pour les parkings payants. On a mis des bacs à fleurs, mais il n'y a pas de fleurs dedans. Ce sont juste des... Et donc, il faut recréer du parking rue Wayet, si je vous comprends. Tout à fait. Et c'est vraiment simple. Ils ont coupé les deux sens. Il faut les réactiver. Ça ne va pas coûter la commune cher. Il faut retirer ces bacs et transformer des emplacements pour les gens, réouvrir le parking. Oui, alors Kevin Charrier, est-ce que vous vous y retrouvez? Pour vous, est-ce qu'il faut changer certaines choses rue Wayet? Ce qui est certain, c'est qu'on est quand même dans une situation financière compliquée. On ne pourra pas tout refaire et défaire. Donc il faudra à un moment donné aussi mettre des priorités. Alors il est clair qu'on a été trop loin, notamment en matière de places de parking. Je pense que c'est un fait qui remonte. Les commerçants sont très clairs là-dessus. Mais on ne pourra pas, dans l'exercice financier, tout refaire et tout défaire à nouveau. Il faudra réfléchir de manière intelligente et économique pour permettre à nouveau effectivement à cette rue Wayet de revivre, mais en veillant à l'équilibre budgétaire de la commune. Oui, donc on garde le statu quo et on cherche des solutions ailleurs. On cherche évidemment des solutions qui ne mettront pas la commune dans une situation financière compliquée, parce que, in fine, qui paye à la fin, c'est aussi le citoyen, et ça, il faut l'entendre. Il fallait réfléchir à ça avant de tuer la rue Wayet. Ça, c'était plus judicieux. Ouais, alors, on ne tue pas la rue, puis on dit qu'il faut travailler avec une manière économique. Alors, Madame Kamachi, est-ce qu'il faut revoir l'aménagement de la rue Wayet? Je tiens à rappeler quand même que la rue était à deux doigts de s'écrouler au moment où nous sommes montés dans cette mandature. Elle était à deux doigts de s'écrouler, les trams étaient coincés, il y avait les rails de tram qui étaient usés. Rapidement, pour répondre à ma question, est-ce qu'il faut changer quelque chose maintenant? Il y a un constat quand même qui est important. C'est-à-dire qu'au moment où on a fait les réaménagements, il y avait un parking qui était prévu sous la place de la Vaillance. Aujourd'hui, ce parking, il ne sera peut-être jamais sorti de terre. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut, à un moment donné, revoir et reconsidérer. Et qu'est-ce qu'on revoit? Est-ce qu'on crée du parking dans la rue ou ailleurs? Très rapidement, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. Aujourd'hui, les commerçants, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'ils souffrent. Mais ils souffrent parce qu'il y a un manque d'attractivité, parce qu'il y a un manque vraiment d'une gestion au niveau des commerces, de pouvoir retrouver cette attractivité, créer des événements récurrents de manière à ce que nous attirions des clients aussi. Oui. Et donc c'est ça qu'il faut faire, c'est aussi accompagner nos commerçants. Je t'apprécie beaucoup, Nadia, mais non, vraiment, je suis tous les jours avec les commerçants. Mais moi aussi, je traverse la rue tous les jours. Ils souffrent à cause, parce que les gens ne savent plus se garer. Les gens, il n'y a plus de sens. C'est une rue qui est devenue morte. C'était un axe pour Anderlecht. Elle est devenue morte. Donc, je suis tous les jours avec les commerçants et j'entends leur souffrance. Totalement. Mais j'entends aussi, moi, des commerçants qui me disent
qu'ils aimeraient avoir davantage de visibilité, davantage d'événements qui sont organisés, comme on l'a dit dernièrement avec le... Vous êtes très en avance sur le temps de parole, Madame Polanco. Est-ce qu'il faut changer certaines choses rue Boyer? Oui, enfin, allez, moi je trouve qu'aujourd'hui, à Anderlecht, on est en train de supprimer des places de parking partout. Donc les gens tournent en fait pendant 20 minutes pour rentrer chez eux le soir. Il faut trouver une solution pour le parking des gens. Nous, avec le PTB, on propose de réouvrir les parkings dans les grandes surfaces, Carrefour, donc toutes ces grandes surfaces où il y a de l'espace. Je vous pose la question pour la rue Boyer, qu'est-ce qu'on fait? Mais pour la rue Boyer aussi, il y a de l'espace sur le côté. Après, je pense qu'il faut rediscuter avec les commerçants parce qu'effectivement, nous, on entend, il y a vraiment un problème dans cette rue et je ne pense pas qu'on a gagné en sécurité. Moi, je roule en vélo, je prends les transports en commun. Une fois sur deux, mon tram il est bloqué parce qu'il y a des soucis, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de décharger. Et donc, oui, il y a un réel problème dans la rue Boyer. Il faut réfléchir cette rue. Oui, en préambule, vous êtes en avance sur le temps de parole, Monsieur Kums. Alors, je vous demanderai d'être bref, votre position sur le réaménagement de la rue Boyer. Est-ce qu'il faut recréer du parking sur l'artère? D'abord, il ne faut pas idéaliser le passé. Je pense qu'avant les travaux qui étaient indispensables, comme ça a été rappelé, il y a beaucoup de gens qui disaient qui se plaignaient du déclin de la rue Boyer. Je pense qu'il fallait passer par un réaménagement de l'espace public. Le double sens, il sert à améliorer la vitesse commerciale du tram. Il est peut-être parfois bloqué, mais en temps normal, il gagne 4 minutes par rapport à ce qui était avant. Et donc, vous allez expliquer aux utilisateurs du tram et du bus qu'ils vont reperdre 4 minutes si vous remettez le double sens. Quant au parking, moi, je pense qu'il faut trouver des solutions alternatives. Si celui sur la place de la Vaillance n'est pas faisable, en bas, là où il y a le parking provisoire, il y a un gros projet immobilier et il y a moyen de faire un parking public en dessous de ce projet immobilier. Monsieur Van Boissonneau, vous parlez de la rue Boyer en dénonçant la situation actuelle. Oui, parce que, allez, ce parking, donc place de la Vaillance, on sent quand même depuis quelques années que, voilà, on voit le projet est en voie de mortification. Donc voilà, à un moment donné, il faut penser à autre chose. Là, on dit qu'il y a des projets immobiliers au bas du canal. Ben, allons-y, qu'on essaye de trouver des solutions compensatoires. Ici, on a laissé en quelque sorte la situation se dégrader. Il y a des gens qui ne savent même pas déménager, quoi. Donc on voit bien qu'on est allé trop loin et qu'aujourd'hui, et évidemment, la rue Boyer n'était, je suis d'accord avec vous, certainement pas une artère ultra dynamique il y a quelques années, mais maintenant elle est morte. Il y a 30 commerces qui sont fermés et d'autres qui vont l'être prochainement. Et donc, il faut, je pense, une planification globale sur le stationnement et sur la mobilité dans le centre historique, en lien effectivement avec son redynamisation, avec sa redynamisation. Oui, donc si je vous ai bien compris, il ne faut pas forcément refaire des aménagements, rouvrir des places de parking dans la rue. Dans un premier temps, si, parce qu'il faut pouvoir donner un petit peu d'oxygène. Mais dans un deuxième temps, il faut trouver des solutions alternatives à ce parking qui ne se fera pas place de la Vaillance, très vraisemblablement. Voilà, on voit en tout cas que vous êtes divisés sur le sujet. Chacun se fera son avis sur la question. Il nous reste une petite dizaine de minutes et on va parler gros sous maintenant, puisque on l'a vu, il y a plein de défis à Anderlecht et hélas, les moyens manquent. Les dépenses sont élevées, les recettes pas suffisantes. Depuis plusieurs années, les grands argentiers de la commune s'arrachent les cheveux et ils doivent composer avec les difficultés financières. Comment améliorer l'état des finances communales? Votre réponse, Madame Polanco, sur le sujet? Alors, voilà, Anderlecht est une des communes, troisième commune la plus pauvre, je pense, du pays. Je pense que sur l'aspect financier, on ne va pas résoudre ça tout seul au niveau communal. On va pouvoir aider les gens. Donc aujourd'hui, on a un enfant sur 4, par exemple, qui vit sous le seuil de la pauvreté, qui ne mange pas à sa faim sur la journée. Donc nous, on veut apporter des solutions, on veut aider les gens. Après, je veux dire, aujourd'hui, on voit le MR qui vient avec toute sa politique d'austérité, qui est en train de faire des accords au niveau de la région et au niveau du fédéral. Tout ça va avoir un impact énorme, en fait, sur les Anderlechtois. Les gens vont vivre l'austérité de plein fouet et donc je pense qu'on doit oser en fait prendre position et avoir des solutions pour les Anderlechtois. Il faut pouvoir baisser le loyer. Aujourd'hui, se loger à Anderlecht, 1 600 € pour un appartement, 2 chambres, 3 chambres, c'est pas possible. Oui, mais sur les finances communales, comme elles sont, comme il y a un souci en termes de gestion des finances communales,
quelles sont finalement vos solutions pour faire rentrer de l'argent dans les caisses? Mais nous, avec le PTB, on le dit clairement, il faut aller chercher, il faut dire stop aux taxes communales déjà, arrêter d'augmenter les taxes communales pour les travailleurs, aller les chercher sur les grandes surfaces, les grandes entreprises, chez les propriétaires immobiliers, là où l'argent est. En fait, il faut que les épaules les plus larges portent plus. Alors, Monsieur Cherfan, vos solutions en termes budgétaires, la situation n'est pas rose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Première chose, c'est boucher les trous. Il y a des dépenses inutiles. On gaspille l'argent des Anderlechtois dans des projets inutiles, comme le parking de la place de la Vaillance, qui a coûté énormément cher aux Anderlechtois. Et pour finir, il va pas voir la lumière, parce que c'est un projet qui a coûté... Ça suscite certaines réactions. Ça n'a pas coûté cher aux Anderlechtois, Monsieur Kums? Les études en bas de la rue, les études de sol, les architectes. C'est un privé qui a fait ça. Pardon? C'est un privé qui a fait ça. D'accord. Parking de Ruaillé, le parking à côté de Bricoplanite, qui coûte énormément d'entretien, et les taux d'occupation 16%. Pas la commune, monsieur. L'entretien, c'est la commune. Mais pas du tout. Voilà. Alors, vos solutions en termes de gestion budgétaire. Boucher les trous, retransformer Anderlecht en une capitale économique. J'ai entendu que Leonidas va fermer ses portes et aller ailleurs. Tout ça à cause de la mauvaise gestion, à cause de l'insécurité, à cause de la propreté. C'est pas vrai, ils devaient s'étendre. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez de dire... Oui, répondez très rapidement. C'est pas de n'importe quoi. Mais ils devaient s'étendre, c'est pas pour... Allez, c'est bon. Non, vous pouvez répondre, comme ça vous éclairez les téléspectateurs. Il n'y a plus de place, il devait s'étendre. Ils étaient très contents de l'accueil qui a été fait tant par la région que par la commune. Ils nous ont remerciés dans toutes les langues, mais ils n'avaient pas la possibilité d'avoir assez de place dans Bruxelles pour avoir une grande usine qu'ils ont. C'est ce que vous dites. Moi, j'essaye de garder les entreprises et j'essaye de faire une commune qui accepte tous les entrepreneurs et toutes les entreprises pour venir investir à Anderlecht, pour la transformer en une capitale économique de Bruxelles. Alors, Monsieur Charlier, quand on lit votre programme, vous dites qu'il faut de la transparence dans la gestion des finances communales, il faut stimuler la politique d'appel à projets en matière de subsides. Quels autres leviers actionner? Alors, je pense que déjà, il faut favoriser toutes les synergies qui peuvent être en matière notamment d'administration. Je pense que c'est important qu'on puisse être évidemment le plus efficace possible dans l'administration. Et puis, en matière de sanctions, il faudra clairement élever le niveau en matière de sanctions administratives et évidemment taxer les logements inoccupés et sanctionner les logements insalubres. Oui, alors vous dites aussi augmenter les taxes sur ce qui nuit au vivre ensemble. Vous pensez à quoi C'est tout ce qui est incivilité et surtout tout ce qui est effectivement dépôt clandestin notamment. Alors, je vais vous demander une réponse rapide, Madame Kamichi, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. Et je vais vous demander de réagir à un point de votre programme, puisque vous dites qu'il faut mieux suivre et maîtriser les dépenses et en assurer une meilleure traçabilité. Cela permettrait de limiter le nombre de projets qui, au final, n'en sont pas et dont les moyens financiers affectés sont au final gâchés. Vous pensez à quoi précisément? Je vous parle comme un ingénieur de projet, en fait. À partir du moment où vous avez l'idée d'un projet, vous devez budgétiser ce projet. Et donc, ça passe par toute une étude. Et donc, aujourd'hui, il y a eu des moyens gâchés à Anderlecht. Il y a encore des fragilités. Je ne dis pas qu'elles sont gâchées, parce qu'elles sont là, elles sont de nouveau dans le budget. C'est juste qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une vraie préparation du projet. Je voudrais juste rebondir sur le fait qu'à un moment donné, par rapport au financement, c'est aussi aller chercher des financements ailleurs. Et moi, en tant qu'échevine, j'ai pu chercher ces financements à la région, à l'Europe, pour compléter des projets, notamment à Bizet, pour pouvoir réaliser ces projets. Et donc, c'est ça aussi, être dans une autorité communale, c'est avoir un dialogue constant aussi avec d'autres institutions pour aller chercher l'argent. Oui, M. Van Guatseno, vous parlez d'une gestion plus efficace, plus transparente, pour sortir d'une impasse. C'est quoi vos solutions dans ce domaine? Mais je pense qu'il faut déjà dissuader la classe moyenne de nous quitter en masse, parce que c'est un gros problème. Alors on dira qu'il y a des nouveaux logements qui sont élaborés pour la classe moyenne, mais on voit aujourd'hui effectivement que beaucoup de ces gens qui s'installent, au bout d'un temps, ils ont envie de partir et donc il faut pouvoir les fixer. Il faut donc fixer davantage de contribuables. Il faut faire en sorte aussi qu'un certain nombre de projets immobiliers, on l'a fait par le passé, puissent contribuer via charge d'urbanisme au développement d'écoles, de crèches, etc., de trouver donc des financements alternatifs à ceux des
finances communales classiques. Il faut aussi faire attention d'actionner des taxes et des impôts, par exemple l'augmentation trop forte des centimes additionnels sur précompte immobilier, qui consiste finalement à manger son blé en herbe, parce que lorsqu'on fait en sorte que les taxes dépassent le supportable, eh bien les gens ils vont dépenser à l'extérieur en devenant des citoyens du Brabant flamand ou de la Wallonie. Donc il faut faire attention, il faut veiller évidemment avec grande attention à cet équilibre sociologique qui a été rompu. Et je pense que le nœud du problème, c'est le fait de pouvoir fixer une classe moyenne, la recréer aussi dans les quartiers populaires. Il y a des gens qui construisent une vie, qui entreprennent et qui nous quittent. Et ça, je pense que c'est évidemment quelque chose qui doit nous interpeller. Oui, Monsieur Kums, vous dites qu'il faut une gestion la plus rigoureuse possible. Et en même temps, vous dites qu'il faut continuer à investir, peut-être en empruntant. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de projets dans les cartons, quand on voit vos différents projets aux uns et aux autres? Est-ce qu'Anderlecht aura les moyens de ses ambitions à l'avenir, quelle que soit l'équipe en place? Alors, d'abord redire que le budget aujourd'hui il est à l'équilibre. On a une année très difficile en 2022 pardon. En 2023 il est revenu à l'équilibre, donc quelle que soit la majorité qui sortira des urnes. Grâce à l'argent de la région. Non, l'argent de la région il a comblé le passé. Et à l'ordinaire de l'année, on est revenu à l'équilibre. Et donc la situation est saine, pas facile, mais saine pour le futur. Pour ce qui est des projets d'investissement, c'est un autre budget, c'est le budget où effectivement il faut emprunter. Moi je crois on est contraint pour l'instant par la région à un montant limité et donc il faudra négocier avec la région d'avoir plus de moyens d'emprunter. Je pense vraiment que c'est un enjeu pour le futur. Et pour répondre à M. Van Goetsenhoven, aujourd'hui les chiffres ne montrent pas un exode de la classe moyenne. Hein. Donc je ne dis pas qu'on est en train de devenir très riche, mais on ne creuse pas l'écart avec la moyenne nationale et au contraire un petit peu on la rattrape. Donc tout ce qu'on construit le long du canal, ça permet aussi à la fois de créer du logement social, de créer du logement moyen subsidié via Citydev et du logement libre qui permet d'avoir cet équilibre qui sera l'avenir d'Anderlecht. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier, donc je remercie en quelque sorte cet hommage en filigrane. Ouais. Alors Kevin Charlier, je vous ai vu opiner, vous êtes sur la même longueur d'onde que M. Kums dans ce domaine? Oui, je pense qu'il faudra en plus de ça être attentif aussi au modèle familial qui évolue et en matière de logement ce sera nécessaire. On voit que les familles monoparentales c'est une réalité, le regroupement intergénérationnel c'est une réalité et puis il faudra penser au logement aussi pour les jeunes et donc effectivement il faudra y veiller dans les nouveaux projets parce qu'on voit qu'effectivement il y a plein de projets qui sont en cours ou qui sont dans les bacs et ce sera une réalité qui devra être prise en considération. Alors comme vous êtes en retard sur le temps de parole, je vais vous redonner la parole en premier pour le dernier tour de table. Vous n'avez pas parlé sur le sujet? Ah, excusez-moi. Oui, vos priorités en matière de gestion budgétaire. Donc juste pour rebondir sur l'aspect classe moyenne qui quitte Anderlecht, je trouve qu'il faut rappeler en fait les Anderlechtois classe moyenne qui quittent Anderlecht, ce sont souvent pour aller agrandir la famille aussi. Et donc, il faut aussi du logement pour ces gens-là qui puissent s'installer définitivement à Anderlecht. Et donc, aller sur un tiers de logement social public, un tiers sur du logement modéré et un tiers où les promoteurs privés font ce qu'ils veulent. Je pense que c'est un bon deal. Ça va permettre, en fait, de laisser la classe moyenne aussi à Anderlecht et de résoudre le problème du logement qu'on a dans notre commune. Voilà, on va passer maintenant au dernier tour de table. J'étais un peu pressé parce qu'il nous reste très peu de temps, excusez-moi. Donc c'est ce fameux enjeu de l'étang de baignade à Anderlecht. Est-ce qu'il faut maintenir ce projet? Votre réponse, Kevin Charlier? Alors nous on est assez clair là-dessus, on s'est positionné assez tôt et donc on garde notre ligne, nous sommes contre les étangs de Nerpet, contre le projet de piscine et donc voilà, on garde cette ligne, on n'en changera pas, ça fait partie d'ailleurs d'une de nos lignes rouges pour une raison très simple parce que c'est le retour des citoyens, on voit qu'il y a eu une grosse mobilisation autour de ce dossier-là et je pense que si on veut pouvoir travailler avec le citoyen, il faut aussi l'entendre et accepter son retour. Tout simplement. Alors, Monsieur Cherfan, votre avis sur le sujet, sur cet étang de baignade? On dit non, donc c'est non. Mais peut-être faire cette piscine dans un autre endroit, tout simplement. Et pourquoi vous dites non, vous? Parce que les Nerpédois ont dit non et il faut respecter les citoyens. Ils habitent ici, c'est eux qui habitent, c'est eux qui vivent ici. Donc, il ne faut pas aller contre leur sens. Alors, Madame Kamachi, est-ce qu'il faut s'obstiner à réaliser ce projet? C'est un projet du ministre de l'Environnement, donc d'Alain Marron, qui était écolo. Vous en pensez quoi? Vous continuez à trouver que c'est une bonne idée? Mais M. Marron a proposé quoi au gouvernement, qui a été validé d'ailleurs par les libéraux néerlandophones? C'est un projet
complet de rénovation de Nerpede. Et on a besoin de rénover les berges, on a besoin d'avoir ce fameux mur anti-son pour le ring. Donc, ce projet, il faut qu'il puisse exister. On doit garder ces budgets-là pour le temps de baignade. Nous nous sommes positionnés bien clairement. Nous avons besoin de garanties sur la gestion du site. Nous ne les avons pas obtenues et nous avons déposé un recours et nous sommes partis en Conseil d'État. Donc le même projet mais amélioré, c'est ça si je Mais donc ça veut dire que les temps de baignade aujourd'hui, eh bien nous n'en voulons pas parce que les garanties qu'on nous a demandées n'ont pas été accordées. Et donc, mais par contre, on veut qu'il y ait la rénovation bien sûr du site. C'est notre joyau à Anderlecht. Madame Polanco. Alors moi je suis d'avis qu'encore une fois on n'a pas été écouter les gens, donc les gens ont dit non, je pense que pour plusieurs raisons. Nous avec le PTB on est pour plusieurs piscines ouvertes, des piscines publiques en fait dans la commune, mais il faut aller les installer, il y a de l'espace, on peut aller les mettre ailleurs et je pense qu'au niveau de la gestion aussi, il faut voir pour qui est-ce qu'on va construire cet étang, qui va gérer, donc il faut arrêter aussi avec on fait des étangs de baignade. Voilà, pour qui les gens n'en veulent pas, il faut aller les construire ailleurs, je pense. Oui, Monsieur Kums, rapidement. Non, il ne faut pas faire les temps de baignade, les conditions ne sont pas réunies. Monsieur Van Goetsenhoven. Écoutez, j'ai lutté contre ce projet depuis l'origine. C'est une très mauvaise idée qui menace donc l'équilibre de la zone qui doit être préservée. C'est un poumon vert, c'est un morceau finalement de la mémoire de la ruralité et un pôle de biodiversité, il faut le protéger. Ces temps de baignade risquent évidemment de transformer la zone en zone de loisirs alors qu'elle doit être une zone dédiée à la nature. Voilà, mais merci en tout cas d'avoir débattu sur ce plateau. Le débat est terminé pour ce soir. Je vous reviens lundi à 18h30 et ce sera des invités, des candidats de la ville de Bruxelles qui seront avec nous. Merci à Cyprien Houdemont pour la préparation du débat. Très bonne soirée, très bon week-end à tous.